Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette conférence qui va donc évoquer un projet, et plusieurs projets même d'ailleurs, menés entre Bouygues Télécom qui renforce sa maintenance éco-responsable de son réseau et ce avec Diagma. Donc avec nous sur scène, nous sommes ensemble pour 45 minutes, donc nous garderons une session de questions-réponses à l'issue de cette présentation, donc n'hésitez pas à préparer vos questions au fur et à mesure pour les poser à la fin. Donc avec nous sur le plateau, Sébastien Guillaume, que je vais laisser se présenter, et également Guillaume Destouches, que je vais laisser se présenter. Sébastien. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sébastien Guillaume, je suis responsable des opérations logistiques chez Bouygues Télécom. Donc le rôle de mon équipe, c'est de piloter des logisticiens en vue de faire du déploiement et de la maintenance. Et on va avoir un focus un peu plus particulier sur les flux de maintenance et tout ce qu'on a pu mettre en place pour pouvoir faire un maximum de réutilisation des équipements. Guillaume Destouches. Et Guillaume Destouches, donc associé chez Diagma. Je m'occupe chez Diagma en particulier de la partie SNOP, pilotage de flux, et de travailler avec nos clients sur des supply chains durables. Je suis moi-même Cathy Paul, directrice marketing et communication de Diagma. Et sans plus tarder, nous allons passer au sommaire. Donc, la présentation se déroulera en 5 points. Une présentation de l'activité réseau de Bouygues Télécom pour que vous en sachiez davantage sur la manière dont Bouygues Télécom gère ses réseaux et notamment la maintenance de ce réseau. La supply chain de la maintenance, les défis auxquels ont dû faire face les équipes de Bouygues Télécom et de Diagma, les apports de Diagma et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, les questions-réponses. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Sébastien Guillaume pour nous dire quelques mots et quelques chiffres surtout sur le réseau Bouygues Télécom. En quoi ça consiste exactement ce réseau ? Alors tout à fait, tout le monde je pense connaît l'opérateur Bouygues Télécom en France. Quelques chiffres sur nos activités autour du réseau. Donc actuellement nous avons plus de 28 millions de clients fixes et mobiles sur les derniers chiffres. Nous couvrons 99% de la population française en 4G et actuellement, et les déploiements continuent, nous couvrons plus de 3/4 de couverture du territoire en 5G sur les zones couvertes. Et après, qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? Parce que comme on va parler de maintenance, il faut aussi décrire de quoi est constitué un réseau. Donc c'est constitué de 33 millions de prises FTTH, donc de la fibre optique pour le grand public et les entreprises qui sont commercialisées. Nous avons presque 26 000 sites 4G et nous avons 11 500 sites en 5G déjà qui couvrent le territoire. Il faut savoir que Bouygues Télécom investit énormément d'argent, donc plus d'1 milliard d'euros par an pour pouvoir améliorer nos infrastructures à la fois fixes et mobiles pour que tous nos utilisateurs soient couverts et aient du service. Donc voilà, ça c'est l'activité de notre réseau. Et du coup, là on le voit, un réseau finalement ce sont des antennes, mais quoi d'autre ? Alors effectivement, quand on regarde de manière très symbolique, vous voyez ce schéma sur les slides, vous voyez une personne qui est en train de communiquer, donc vous voyez déjà des communications qui sont faites par l'intermédiaire d'antennes radio, que ce soit 4G ou 5G. Derrière ces antennes radio, il y a plein d'équipements d'amplification de puissance et de fréquence pour pouvoir véhiculer ces informations-là et avoir une bonne couverture du territoire. Et derrière tout ça, vous avez aussi des équipements qui gèrent la fibre optique. Et donc, il y a aussi plein d'équipements électroniques. Et donc, ce qu'on a représenté sur la droite, c'est une baie de brassage où on voit que finalement, le réseau Bouygues Télécom, il y a beaucoup de fibres optiques qui parcourent nos rues. Ou des antennes sur les toits des bâtiments, mais vous avez aussi énormément de locaux techniques qui contiennent à la fois des centres, on appelle ça des hubs, qui permettent de concentrer toutes les communications, et avec énormément de cartes électroniques. Donc la maintenance, ça couvre tout ce type d'équipement, à la fois les équipements dans la rue et à la fois dans nos locaux techniques.
Et vous l'avez évoqué, effectivement, Bouygues Télécom s'adresse à tout un chacun et tous ceux qui ont des téléphones mobiles, mais s'adresse aussi aux entreprises, voire même des événements. Alors tout à fait, hein, Bouygues Télécom, vous avez très certainement un abonnement Bouygues Télécom en votre possession, mais on intéresse aussi, on a énormément d'entreprises qui sont intéressées par nos services, donc on déploie de plus en plus de 5G et la 5G est souvent une nouvelle solution pour pouvoir faire de la couverture à la fois outdoor, donc de la couverture extérieure, ou indoor à l'intérieur des entrepôts par exemple. Donc c'est des solutions qui sont possibles et qui sont en train d'être mises en place. Nous avons aussi des moyens par des camions, vous voyez dans l'image du centre, qui vont permettre de renforcer des couvertures d'événements qui sont très spécifiques. Donc en général, c'est pour faire de la couverture d'événements qui sont événementiels. Et donc là, sur la droite, par exemple, vous voyez le stade de foot. Donc on a couvert la Coupe du Monde de rugby qui vient de se terminer il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, on n'a pas ramené la coupe à la maison, mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, des capacités spécifiques ont été déployées dans ce genre d'événement pour accueillir toutes les personnes et que tout le monde ait de la connectivité. Donc on a installé des équipements de manière pérenne et des équipements aussi de manière très occasionnelle. Voilà. Et donc on est bien évidemment en train de commencer à préparer les JO 2024 qui commenceront au mois de juin. Et donc il y aura des infrastructures spécifiques pour ça aussi. Donc la maintenance, finalement, c'est à la fois du déploiement et à la fois de la gestion d'événements un peu plus spéciaux qui nécessitent des moyens particuliers et de la maintenance. Mais qu'est-ce que vous avez donc comme supply chain pour gérer tout ça ? Alors, juste avant de faire un petit focus sur la partie maintenance, je voudrais expliquer de manière symbolique comment se passe finalement le déploiement d'un réseau et dans quelle mesure la logistique intervient dans ce système de déploiement. Donc là, vous voyez un schéma symbolique qui exprime une chaîne de déploiement. Donc tout commence par l'achat d'équipements chez nos fournisseurs que vous reconnaissez. Et puis nos fournisseurs nous livrent ces équipements qu'on va stocker dans des stocks, dans un stock central qui est basé en région parisienne, banlieue sud, et qui est assez centré au niveau de la France pour ça. Et quand un aménageur que vous voyez à droite, le petit bonhomme orange, a besoin de faire une installation d'un nouveau site, 5G par exemple, eh bien, il va commander ses équipements pour pouvoir faire son installation. Et ces équipements vont être soit livrés depuis le stock central, soit depuis les stocks régionaux qui sont diffusés dans différents points stratégiques en France. Ça, je vais vous en reparler dans le cadre de la maintenance, vous verrez, c'est important. Et donc, le technicien, l'aménageur, fait son installation. Alors, Bouygues Télécom est en perpétuelle évolution pour pouvoir avoir plus de capacité, pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Donc, nos clients consomment de plus en plus de data et veulent avoir de la couverture partout sur le territoire. Donc en fait, il y a aussi on fait aussi des démontages de sites qui ne sont plus qu'on ne veut plus où il n'y a plus d'usage, pardon. Par exemple, si on parle de la 2G, c'est des réseaux qui sont de moins en moins utilisés. Donc nos aménageurs démontent aussi nos équipements. Et ils vont rapatrier tous ces équipements déployés dans notre plateforme de retraitement. Donc c'est un autre logisticien qui est spécialisé dans le traitement des équipements démontés et du reconditionnement. Et donc selon la stratégie de Bouygues Télécom, soit ces équipements sont voués à être réutilisés, donc le logisticien de retraitement va reconditionner les équipements, va les nettoyer parce que c'est des équipements qui ont été, pour certains, qui ont été dehors, hein, donc ils sont peut-être plus en très bon état. Donc ils sont reconditionnés et remis en stock central pour faire une nouvelle installation. Et sinon, pour tous les autres équipements qui n'ont plus de valeur pour Bouygues Télécom, eh bien, il va y avoir d'abord un travail de notre logisticien qui va faire de la revente sur une plateforme de service au niveau international. Donc, il y a peut-être des valeurs sur ces équipements qui peuvent être revendus
sur d'autres territoires. Et puis, si on n'arrive pas à revendre les équipements, eh bien, on va refaire de la valorisation des matériaux via du recyclage. Et donc là, Bouygues Télécom participe aussi beaucoup à ce recyclage d'équipements. Et donc notamment à la récupération des matériaux précieux qu'on a dans tous les appareils électroniques. Alors parlons un peu maintenance. Donc vous voyez le schéma en bas, donc tout commence à droite en bas par un technicien qui va intervenir sur un site qui est tombé en panne. Et donc lui, il va commander les pièces au niveau du stock central pour pouvoir dépanner son site. Donc il a déjà un pronostic de panne. Donc il va faire cette commande et notre logisticien du stock central en fait va mettre à disposition la pièce souhaitée, là où les pièces souhaitées pour le dépannage. Et si ces pièces-là sont disponibles au niveau de nos stocks régionaux, et qui sont disposés, donc on a 21 sites régionaux qui sont disposés au sein de la France, au plus proche des grosses agglomérations notamment, eh bien, les équipements seront mis à disposition rapidement pour maintenir le délai de réparation qui est assez exigeant pour que le service client soit restitué le plus rapidement possible. Une fois que la réparation est faite, le technicien renvoie l'équipement qui est tombé en panne au niveau du stock central. Et le rôle du logisticien, dans ces cas-là, c'est de renvoyer cette pièce à nos réparateurs officiels, donc qui sont issus de nos fournisseurs. Et donc, le réparateur officiel va nous réparer l'équipement. Une fois réparé, il va y avoir un retour au stock central pour de prochains usages de dépannage. Voilà. Donc, merci pour cette big picture des différentes supply chains que vous gérez. On va à présent faire un zoom sur la maintenance et notamment elle a un certain nombre de défis que vous avez commencé à déflorer en parlant ne serait-ce que des événements, un certain nombre de défis auxquels elle doit répondre. Quels sont-ils ? Alors, les défis, donc on retrouve la chaîne de maintenance. Donc le premier défi, c'est évidemment, et ça tient beaucoup à cœur à Bouygues Télécom, c'est de garantir aux clients le meilleur réseau. Donc c'est-à-dire, quand un réseau tombe en panne, selon le type de panne et où la panne a lieu, ça peut avoir des impacts forts. Et donc, le premier défi, c'est de garantir cette réparation le plus rapidement possible pour maintenir en condition opérationnelle nos sites. Le deuxième défi, c'est de minimiser le délai de mise à disposition, parce que là, évidemment, pour pouvoir dépanner un site, eh bien, il faut amener au plus proche des techniciens les pièces pour que très rapidement, ils puissent aller soit chercher sa pièce directement dans un stock de proximité, soit qu'on lui le livre. Alors, selon le degré d'urgence, ça peut être fait via des courses aussi. Il peut y avoir des personnes en scooter, par exemple, qui vont faire les derniers kilomètres pour aller livrer la pièce au technicien. Le troisième défi, il est évidemment pour nous, logistique, de dimensionner au bon niveau de stock toutes ces pièces pour assurer de la disponibilité. Donc, il faut à la fois gérer le bon dimensionnement des stocks au niveau des stocks régionaux, mais aussi au niveau du stock central, de telle sorte à ce qu'il n'y ait jamais de rupture. C'est-à-dire, une rupture, c'est que c'est un technicien qui demande une pièce et que la pièce n'est pas présente, donc il y a un stock de zéro. Et donc là, on est en mode crise dans ces cas-là. Le quatrième défi, pour que le niveau des stocks reste au bon niveau, sans trop investir en achat de nouvelles pièces, donc d'optimiser nos stocks. En fait, il faut optimiser la boucle de réparation, c'est-à-dire plus les réparateurs sont efficaces et nous renvoient les pièces le plus rapidement possible, moins le délai est important. Et donc, il faut challenger les réparateurs, il faut challenger les techniciens pour qu'ils renvoient les pièces le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un travail quotidien.
Le cinquième défi, eh bien, on a tous des enjeux. Je pense que dans toute l'industrie maintenant française et même mondiale, on a tous des enjeux de décarbonation de nos activités. Donc, au niveau de la logistique, on a plusieurs axes. Premier axe, c'est de minimiser les transports. Donc, on minimise les transports en mutualisant les déplacements et donc en gérant au mieux nos stocks régionaux. Et puis, on va optimiser notre empreinte carbone aussi en évitant d'acheter des équipements neufs et en maximisant la réutilisation des équipements usagés qu'on reconditionne, qu'on répare pour qu'on puisse faire un minimum de recyclage, mais plus de réutilisation. Donc ça, c'est une stratégie très forte chez Bouygues Telecom actuellement, depuis quelques années. Et donc, nous, la logistique, on y contribue. Et puis, le dernier point, le dernier enjeu, il commence à plus y avoir de place sur l'écran, c'est gérer la traçabilité de tout ça. C'est-à-dire que pour qu'une chaîne logistique soit optimale, il faut des outils qui permettent de bien suivre le cycle de vie des équipements et le niveau d'opération de tous les techniciens, des stocks, de nos logisticiens. Et donc ça va se faire grâce à un cockpit que Guillaume va vous expliquer. Donc finalement, pour pouvoir relever tous ces défis, on a travaillé avec la société Diagma, qui est représentée par Guillaume et Sophie, sur ces deux points particuliers, où pour pouvoir maintenir un bon niveau de stock optimal et pour pouvoir gérer la traçabilité de nos informations. Donc je vais passer la main à Guillaume. Et la zapette. La zapette. Oui, merci Sébastien. Donc je pense que vous comprenez bien maintenant comment fonctionne un réseau. Donc on parle bien du côté réseau et pas du côté mobile ici. Donc juste au préalable, pour avoir quand même travaillé dans pas mal de supply chain de maintenance, on est quand même ici sur une maintenance, comme vous avez pu le comprendre, d'échange standard, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'autres chaînes de maintenance ou de réparation, qui suppose effectivement d'avoir un pool, mais on est avec des taux de réparabilité qui sont très très élevés. Dans d'autres supply chains de réparation et de maintenance, on est plutôt aux alentours d'un taux de réparation de 20-30%. Là, on est beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, quand on parle de décarbonation, déjà, on est dans une supply chain qui, pour la grande majorité des pièces qui sont déposées par les techniciens, sont réparées et remises à disposition. Et pour une carte électronique, quand on dit... si on fait une petite étude de décarbonation, c'est une économie de l'ordre de 90 voire 95% de carbone de réparer une carte par rapport à en refabriquer une. Donc le challenge était encore plus élevé, d'où l'appel à Diagma, parce qu'il fallait faire encore mieux. C'est bien ça. Voilà, toujours s'assurer qu'il y avait une disponibilité des pièces. Et effectivement, avec un stock central optimisé, on a aussi besoin de moins acheter pour pouvoir couvrir les besoins. Et on va zoomer un petit peu justement sur qu'est-ce qu'on a... Donc on l'a évoqué, effectivement, il y a un pool d'équipements et comment est-ce qu'on le dimensionne au mieux? Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop gros, il ne faut pas que ce soit trop lourd en stock et il ne faut pas que ce soit trop court parce que sinon les techniciens ne seront pas contents. Voilà. Chez Diagma, on aime bien les chiffres, on aime bien les courbes, on aime bien les analyses. Donc on a tout mis sous forme effectivement de données. Et effectivement, pour dimensionner un pool de pièces, il faut prendre en compte pas mal de critères qui ne sont pas forcément hébergés au même endroit. Donc en premier, c'est le cycle de vie. Est-ce que cet équipement a vocation à durer? On est dans l'électronique, il y a des cycles de vie qui sont assez courts. Précédemment, j'ai travaillé dans les centrales nucléaires. Là, les cycles sont plus longs. Les cycles sont un peu plus longs, il faut les garder 40, 50 ans. Là, ce n'est pas tout à fait le même rythme. On perçoit effectivement, donc là, c'est des signaux qu'on connaît bien dans la supply chain, l'évolution de la demande des techniciens qu'on prend en compte. Sur le graphe, alors même si c'est un peu petit, vous voyez les petits bâtons orange. Ça, c'est la demande des techniciens hebdomadaires. Donc, elle est variable, mais on voit quand même un petit peu de bruit régulier sur cet équipement en particulier.
Et ensuite, il y a un élément essentiel qu'a abordé Sébastien, qui est le délai de réparation, qui comprend effectivement le fait d'envoyer, de récupérer la pièce du technicien, de la récupérer en centrale, de l'envoyer au réparateur, de la faire revenir. Et tout ça fait un délai de réparation maximum qui va déterminer la quantité à avoir. Et cette quantité à avoir, on la modélise par la courbe orange que vous voyez sur le graphe. Et on voit bien l'évolution pour cet équipement de la demande sur ce délai de réparation. Mais si on devait prendre le délai d'achat, ben là, on ne parlait plus du tout de la même chose. Hein. On parle d'un mois par rapport à 12 mois de délai pour acheter une nouvelle carte. Il y a évidemment à prendre en compte l'évolution du parc. Est-ce qu'on est plutôt sur un équipement qui est en cours d'installation, comme les cartes 5G en ce moment, ou est-ce que plutôt en régression, comme les cartes 2G, comme le disait Sébastien? Et une notion de taux de non-réparabilité. On est dans une industrie où les équipementiers s'engagent à réparer les pièces sur un certain délai. Et au-delà de ce délai, ces équipements ne sont plus réparables. Et quand certains de ces équipements atteignent ce délai, on les perd. Et là, on rentre dans un cycle traditionnel de recyclage. Et à ce moment-là, il faut bien avoir anticipé la quantité à avoir en pool jusqu'à démantèlement des équipements installés. Et ça fait le lien avec le reuse que disait Sébastien, de dire il faut que je récupère suffisamment de pièces de mon démontage pour pouvoir assurer le renouvellement des pièces dans la durée de vie de ceux qui restent. Et c'est l'opportunité de réutilisation qu'on prend en compte ici en disant oui, il faut vraiment faire un appel sur les pièces à déposer pour alimenter le pool sur la durée de vie. Donc tout ça nous a amené à donner un outil d'aide à la décision aux équipes de Bouygues Télécom pour décider d'un dimensionnement par équipement à avoir pour sécuriser la disponibilité dont parlait Sébastien. Et donc un deuxième projet, parce qu'on l'a vu, c'est une supply chain qui est essentiellement qui pilote des sous-traitants, que ce soit des logisticiens, que ce soit des techniciens, que ce soit des réparateurs. Donc une grande complexité. Et on a vu aussi que sur les flux, c'était loin d'être simple et qu'il y avait un certain nombre de critères à prendre en compte pour gérer toutes ces supply chains. Donc un outil de cockpit, comme vous avez commencé à l'évoquer, Sébastien, n'était pas du luxe, je pense. Et là aussi, vous avez fait appel à Diagma pour ça. Comment ça s'est passé Guillaume? Alors, effectivement, on a commencé par construire c'est quoi l'ensemble des données nécessaires pour pouvoir piloter cette supply chain. Donc, on a parlé de l'inventaire, combien d'équipements sont installés sur le parc, quel est le référentiel produit. On est sur des produits qui évoluent en version, donc une logique de un produit est rattaché en fait à ce que Bouygues Télécom appelle un code chapeau, en fait, qui est un équivalent fonctionnel, mais qui évolue dans le temps en termes de version. Et donc, une partie de ces informations sont aussi au travers des prestataires, notamment le prestataire logistique qui est utilisé pour acheminer les pièces aux techniciens et qui suit le stock technicien, qui suit le stock qui sont dans les plateformes. Et évidemment, par rapport aux informations des réparateurs qui donnent des informations sur la réparabilité ou pas du matériel. Donc toutes ces informations sont dans un système un petit peu indépendant. Et donc, pour donner à la supply chain que pilote Sébastien les moyens de piloter ces flux, on a décidé de collecter toutes ces informations et de les réunir dans un cockpit qui a permis ensuite à la fois de construire des indicateurs de performance de cette supply chain, mais aussi de piloter et de donner des alertes, par exemple, si le niveau du pool ou du stock central est assez bas, il y a une alerte que le pilote de flux reçoit pour dire il faut accélérer les flux de retour technicien ou de retour réparateur parce qu'on est en stock limite plateforme centrale. Et enfin, donc là, il y avait une grosse attente aussi au niveau des métiers sur la capacité à avoir une vision 360 d'un équipement.
combien de fois il a été réparé, combien de fois il a été demandé par les techniciens. Et ça, c'est aussi pour avoir une discussion constructive avec les équipementiers sur la maintenabilité de ces équipements, le dimensionnement du pool, est-ce qu'il faut l'augmenter. C'est un domaine dans lequel ils s'entendent sur un taux de panne. Et il faut surveiller que l'équipement installé ne dépasse pas un taux de panne. Et avec ce cockpit, on a mis en place des moyens pour pouvoir le contrôler. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse par rapport à ces informations que vous avez pu collecter. Est-ce que c'est de nature aussi à changer de fournisseur ou à les challenger aussi sur la qualité des matériels qui sont mis à disposition? En tout cas, pour nous, c'est surtout d'avoir toutes les informations qui nous permettent de piloter notre activité. Après, effectivement, si on se rend compte qu'un équipement, une référence d'équipement tombe régulièrement en panne, c'est aussi un moyen pour nous d'alerter le fournisseur en lui disant c'est pas normal, vous nous aviez vendu un taux de un taux de panne de 2% par exemple, et que si on en est à 7%, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ce qui a pu arriver sur certains types d'équipements, par exemple l'été dernier où il a fait très chaud. Alors il a fait très chaud dans certaines régions, puis il a énormément plu dans d'autres régions. Et là, il y a des inondations aussi ou des tempêtes dans le nord de la France. Donc là, le fournisseur y est pour rien. Mais en tout cas, avec la chaleur, ça nous a permis d'identifier des références qui étaient un peu fragiles finalement à cette chaleur. Donc on utilise ces informations pour partager avec eux ces difficultés-là. Comme ça, vous pouvez les objectiver, en tout cas. C'est surtout ça aussi. Ouais. Et donc, si vous deviez résumer un peu ce que vous a apporté Diagma, vous qui étiez déjà très bon, d'après Guillaume. On n'est jamais assez bon. Alors, les apports qu'on a eus avec la relation Diagma, qu'on côtoie depuis plus d'1 an maintenant, ça nous a permis d'avoir une visibilité sur nos forces et nos faiblesses, et d'avoir une vision un peu plus élargie sur notre activité et des difficultés qu'on rencontrait. Donc ça nous a permis de renforcer notre vision, c'était important. Diagma nous a apporté aussi un renforcement dans l'apport méthodologique, puisque on avait besoin de mieux travailler avec les exploitants du réseau, et on a pu, grâce à cette collaboration, renforcer cet aspect-là, ce qui nous a permis de décloisonner les directions et de mieux travailler avec un objectif commun, évidemment, qu'on avait déjà, mais sur lequel on n'était pas forcément toujours très aligné. Donc là, ce renforcement est en train de payer, puisqu'on travaille de manière beaucoup plus efficace sur les dimensionnements de stock notamment, et dans les relations fournisseurs aussi. Et puis, on a clarifié le modèle de gouvernance parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de points de rencontre avec les différentes parties prenantes qui gravitent autour de la logistique. Donc je parle par exemple des achats qui s'occupent des contrats avec les fournisseurs et des prix, des prix négociés des équipements. Je parle aussi des exploitants, j'en ai parlé, et aussi des opérationnels sur le terrain, c'est-à-dire de nos correspondants en région avec les techniciens en direct. Donc ça nous a permis de mettre une vraie organisation RNOP, donc de Repair and Operation Planning, et qui est aujourd'hui beaucoup mieux maîtrisée et mieux organisée. Et donc on a mis plusieurs chantiers en œuvre qui sont toujours en place aujourd'hui et qui vont payer en 2024, je n'en doute pas. Donc des instances de pilotage partagées où chacun connaît ses responsabilités et ses rôles. Et donc on a d'autres chantiers aussi en cours sur la traçabilité, c'est-à-dire qu'une chaîne logistique où on gère énormément d'équipements, puisqu'on gère plusieurs milliers de références d'équipements, donc il faut suivre tous ces points-là, eh bien, va passer par une traçabilité. Donc on a décidé de mettre en place une traçabilité au numéro de série des équipements, ce qui va nous permettre de savoir exactement où se trouvent nos équipements, enfin d'avoir une meilleure maîtrise de nos stocks internes et externes, et de mieux gérer encore cette gouvernance de nos équipements.
Merci beaucoup pour cette synthèse et cette présentation des projets. Est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà dans la salle? N'hésitez pas à lever les mains pour qu'on vous apporte un micro ou pas. Bon, je vais peut-être poser la première, ça vous laissera le temps de réfléchir. Je voulais savoir, vous avez évoqué 2 types d'outils. Sur quoi vous avez fait tourner la partie dimensionnement du pool et qu'est-ce que vous avez utilisé aussi pour faire le cockpit? Ce sont des outils du marché, c'est des choses qui ont été développées sur mesure? Alors, donc avec l'équipe Diagma, hein, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà commencé par exprimer nos difficultés et nos besoins. Diagma est arrivé avec des bonnes pratiques et des solutions. Donc, on a prototypé en fait cet outil de dimensionnement d'aide à la décision sous Excel, ce qui nous a permis d'avoir une certaine souplesse et agilité, je dirais, dans la mise en place de l'outil avant de l'industrialiser dans un outil un peu plus important. Donc on est encore sur ce modèle-là sous Excel pour le dimensionnement, mais c'est un outil qui marche très bien. Si ça suffit, après tout. Il est pratique parce qu'il est autonome, donc on peut le mettre entre les mains des techniciens, des supports en région aux techniciens pour qu'eux-mêmes puissent faire leur diagnostic et nous faire leur retour en direct. C'est ça ce qui a amélioré aussi la collaboration. Et concernant le cockpit maintenance, là, on a travaillé sur un modèle de données dans un premier temps pour pouvoir bien catégoriser chaque donnée. Et dans l'afflux de fichiers et d'informations qu'on avait, il a fallu rationaliser toutes ces données et les formater correctement. Et une fois que ça a été fait, on a intégré cet outil dans Power BI, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de tableaux de bord qui permettent d'exposer les informations. Guillaume, tout à l'heure, parlait d'alerte. Donc ça, c'est un point très important, puisque comme on gère énormément de références et énormément de stocks situés aux 4 coins de la France, eh bien, c'est important pour nous d'avoir une supervision qui soit proactive. Et donc, avec ce système d'alerte, ça nous permet de mettre en place les plans d'action de la journée pour pouvoir réapprovisionner des stocks et de répondre aux besoins de tous nos techniciens. Voilà. Vous pouvez justement nous donner des ordres de grandeur sur le nombre de références qui sont gérées, les points de dispatch, enfin, on parle de quoi? On avait une belle carte tout à l'heure avec 5G, 4G, plein de petits ronds, mais concrètement, on est à peu près dans quoi sur la partie logistique là, cette fois? Alors, au niveau des références, alors je vais donner une grande fourchette pour des raisons confidentielles, mais on est entre 4000 et 5000 références d'équipements qui sont référencés dans notre catalogue de maintenance. Donc il faut gérer ces références avec les stocks. Après, au niveau, on a énormément de pièces en stock, alors ça je vais le garder confidentiel. Après, on a un stock central qui est plutôt en région parisienne et des stocks de régionaux, comme je disais, mais on n'a pas que ça. On a aussi nos techniciens qui ont leur propre stock, qui leur permet d'avoir du spare, hein, du stock de réparation encore plus proche. Et chez Bouygues Télécom, on parle du stock véhicule technicien. Où tous nos techniciens qui sont affrétés sur la France ont un mini-stock qui leur permet de gérer les situations les plus urgentes. Et vous remontez ça, comment vous avez cette visibilité aussi fine jusqu'à la camionnette du technicien? Vous l'avez d'ailleurs? Alors oui, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, on a quand on expédie par exemple des pièces de notre stock central vers un technicien, on considère que cette pièce est donc dans le véhicule technicien jusqu'à ce qu'il soit installé. Et tant qu'il ne revient pas dans notre stock central, si la pièce n'est pas utilisée ou si elle est réparée par exemple, eh bien on sait localiser de manière macro où se trouvent nos pièces. On veut aller un tout petit peu plus loin que ça avec la traçabilité au numéro de série qui nous permettra de pouvoir vraiment localiser de manière très très précise le stock dans tous ces différents endroits.
Vous avez le temps de réfléchir à des questions, Maxime? Oui, moi j'ai une question. Alors ça croise un petit peu cette idée du nombre et de la multiplicité des références et l'enjeu de traçabilité. C'est qu'un produit qui est démonté et qui va passer en réparation, quand il retourne en stock, il est considéré comme la référence qu'il était à l'origine, ou c'est une identification enrichie avec son historique. C'est telle référence déjà réparée 2 fois et qui, quelque part, crée une nouvelle référence. Alors oui, la traçabilité du cycle de vie d'un équipement est tracée, puisque déjà du point de vue comptable, il y a des amortissements qui sont faits différemment selon que l'équipement est neuf ou d'occasion. Donc s'il a été réparé ou démonté, remis en état et réinstallé sur le réseau, il va pas avoir la même valeur comptable. Donc toute cette traçabilité du cycle de vie de l'équipement est bien évidemment assurée. Mais on a l'équipement neuf, mais c'est une supply chain où l'équipementier peut quand même mettre à disposition une autre carte que celle qui a été envoyée, parce qu'il y a un engagement de délai de réparation. Donc si lui, l'équipementier, décide de mettre 3 mois pour réparer cette carte, il a par contre l'obligation de remettre à disposition une carte. Donc ça reste des cartes équivalentes. Donc le numéro de série en tant que tel, il est important, notamment par rapport au fait que l'idéal, c'est qu'il nous renvoie un numéro de série qui soit un minimum plus élevé que celui qu'on lui a envoyé. Mais sinon, sur le principe, il doit renvoyer une carte qui fonctionne, et donc on est plutôt sur l'objet fonctionnel que sur le fait de réparer la carte qu'on lui a envoyée. En tout cas, quand il y a un échange standard du fournisseur pour réparer le plus rapidement la carte, nous, ce qu'on veut, c'est avoir à disposition une pièce réparée équivalente, même référence, pour la remettre en stock le plus rapidement possible. Ça permet d'optimiser nos stocks et de ne pas avoir du surstock qui ne sert à rien. Après, on trace bien évidemment ce swap, cet échange d'équipement d'un numéro de série A vers un numéro de série B pour assurer cette traçabilité. C'est moins bien le numéro de série B. Mais la question, elle est très intéressante, notamment aussi dans ce cockpit, avec l'ambition à terme de pouvoir mieux collaborer avec les équipementiers sur quelles étaient les raisons de la panne. Parce qu'aujourd'hui, si le technicien qui dépose la carte, si on ne sait pas pourquoi elle a été en panne, quelle a été la cause source et quelle a été la réparation, certaines réparations, c'est une réinitialisation du soft, donc c'est pas du hard. D'autres, c'est du hard. Et donc, en maîtrisant mieux ça, on peut aussi gagner en réduction ou dans les opérations de maintenance, parce que parfois, il y a aussi des cartes qui tombent en panne après l'intervention de la mise en place d'un nouvel équipement. On sait très bien que quand on commence à toucher à sa voiture, il y a malheureusement des pièces qui tombent en panne à côté. Donc, toutes les opérations de maintenance sont aussi liées à ça. Voilà, il y a cette vigilance à avoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus comment fonctionne ce processus de RNOP? Parce que bon, SNOP on connaît, mais Repairs and Operations Planning, c'est quoi? C'est l'avenir. C'est déjà des instances de partage avec toutes les parties prenantes de la réparation, qui nous permet de faire, donc c'est une réunion trimestrielle qu'on organise avec eux, où finalement chaque partie prenante apporte sa vision et ses faits marquants des derniers mois. Donc au niveau de la logistique, nous on met en avant l'état des stocks sur chacune des références, là où on a des problèmes d'approvisionnement aussi avec les fournisseurs, parce que la période Covid est passée maintenant, mais il y a encore des problèmes d'approvisionnement dans les matériaux, ce qui fait que les fournisseurs ont du mal à assurer leur délai
Garantie non, Enfin, de livraison, de livraison, quand on d'accord. achète des équipements neufs notamment. D'accord. Et donc, il faut qu'on partage. Alors, c'est nous qui passons les commandes des équipements, donc on sait quand est-ce qu'on devrait recevoir les équipements et qu'on ne les reçoit pas forcément à temps. Mhm. Donc, on partage cet aspect-là. Et puis, du point de vue de l'exploitation, hein, puisqu'on a plusieurs instances, de personnes qui représentent l'exploitation, on a des retours terrain aussi. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes de livraison ou la logistique ne livre pas au bon moment ou au bon lieu prévu, eh bien, on fait des analyses ensemble pour essayer de voir si c'était juste un problème unitaire. Et dans ces cas-là, on essaie tous de s'améliorer sur chacun de nos fonctions. Et si c'est un problème récurrent, voilà, là, on essaie de mettre en place ce qu'il faut pour craquer le sujet. D'accord. Mais il y a aussi que SNOP, c'est quand même beaucoup utilisé, on l'a partout, donc Repair and Operation Planning. Et pour une fois, c'est pas le consultant qui l'a trouvé, ça vient de Sébastien. Et on s'est dit que c'était une belle appellation et une belle appellation d'avenir. Parce que on est des fervents sponsors du Repair. Et une dernière petite question peut-être aussi, puisqu'on a été dans le cycle justement RSE et les défis au cœur. Voilà. Est-ce que justement ces mises en place d'outils, ça vous permet aussi d'améliorer la décarbonation de la supply chain? Vous avez pu le mesurer ou pas encore? Alors oui, mais pas tout à fait à ce niveau-là du processus. C'est-à-dire, comme je vous le faisais voir tout à l'heure, dans la partie centrale, on avait un logisticien qui était spécialisé dans la récupération des équipements démontés pour pouvoir les les qualifier, les tester, les reconditionner si besoin est, ou alors de les recycler. Et donc, alors on a fait un énorme travail sur fin 2022 et qui a bien payé en 2023 parce que on a beaucoup moins de taux de rejet pour des équipements qui sont mal démontés et qui éventuellement sont détériorés de manière irrémédiable et on était obligé de les envoyer au recyclage avant. Maintenant, on a revu toute cette procédure de démontage avec les techniciens sur le terrain dans nos fameuses sessions. Et donc, on a redéfini ensemble des procédures qui sont beaucoup plus vertueuses et qui facilitent et qui optimise finalement la réutilisation de nos équipements puisqu'ils sont beaucoup moins détériorés. Alors, juste pour vous dire pourquoi un technicien détériorait et comment il détériorait un équipement, imaginez-vous au bout d'un pylône de 20 mètres de haut, où vous avez les antennes, vous savez, puis les éléments de puissance qui sont accrochés par des fixations. Même s'ils prennent toutes les précautions nécessaires pour essayer de déposer délicatement ces équipements sur le sol. Donc ça peut être sur une terrasse avec plein de gravillons, ça peut être de la terre, de la boue selon la météo. Eh bien, il a fallu adapter et revoir toutes ces méthodes pour que ça soit bien. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Et j'ajoute aussi que en fait, pour les équipementiers, on est aussi sur un modèle qui est de renouveler le parc, et effectivement, avec ces opérations et avec la recherche de réparation, par rapport à un équipement qui fonctionne dans la région sur lequel il n'y a pas besoin il n'y a pas une densité de communication qui nécessite un upgrade de cette carte, pourquoi pas les laisser, pourquoi pas les maintenir et pourquoi pas évoluer vers un fonctionnement plutôt en location qu'un fonctionnement en je vends et je répare. Mais pour le moment, c'est pas encore l'industrie automobile a déjà basculé sur ce modèle de location. D'autres industries suivront sans doute ce modèle plus tard. Merci à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir. Vous l'aurez compris, donc ça peut être une supply chain à la fois performante en matière de maintenance et aussi décarbonée. Les deux ne sont pas incompatibles. Il suffit de se doter des bons outils et des bons processus. On l'a vu avec le RNOP. Merci beaucoup à tous les deux et des bons outils. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.